Imaginez un petit matin, la brume s'étend sur la cour. Vous sortez sur le perron avec votre tasse de café et vous le voyez, il se tient sur la clôture, poitrine en avant, crête écarlate, œil orange, immobile, glacial. Il vous regarde comme si c'était sa cour. Et honnêtement, dans un sens, c'est bien le cas. C'est un coq, cet oiseau de basse-cour qu'on a l'habitude de voir comme un croisement entre un réveil matin et un pot-au-feu sur pattes. Aujourd'hui, je vais vous raconter 100 faits sur le coq. C'est bien plus fascinant que ce que vous imaginiez. Une créature armée jusqu'aux pattes, avec une voix de réacteur d'avion. Restez jusqu'à la fin. À la moitié de la vidéo, vous découvrirez une capacité du coq qui laisse les scientifiques perplexes. On y va. Fait numéro 1. Le coq n'est ni une race ni une espèce à part. C'est le mâle de la poule domestique. Son nom scientifique est Gallus domesticus. En latin, le mot gallus signifie justement coq. Il s'avère que, scientifiquement parlant, le coq est un coq-coq domestique, un triple nom qui sonne comme une formule magique, mais dont l'ancêtre n'est pas moins impressionnant. Le coq banquiva sauvage, l'oiseau rouge de la jungle originaire des forêts d'Asie du Sud-Est. C'est celui dont descendent toutes les poules de la planète. Fait numéro 2. La domestication de la poule a eu lieu il y a environ 3500 ans. Une étude publiée en 2022 dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences a montré que tout a commencé avec les rizières. Les agriculteurs d'Asie du Sud-Est ont commencé à cultiver le riz. Les rizières ont attiré les poules sauvages de la jungle qui se sont progressivement habituées à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a domestiqué la poule, c'est le riz qui a domestiqué la poule. Et cela s'est produit non pas en un seul endroit, mais dans plusieurs régions d'Asie du Sud-Est en parallèle. Le riz attirait les oiseaux sauvages avec ses grains. Les oiseaux s'habituaient aux humains. Les humains s'habituaient aux oiseaux. Ainsi, sans aucun plan, sans sélection, sans intention de domestication, a débuté l'un des partenariats les plus massifs de l'histoire du vivant. Et pourtant, au départ, les poules n'étaient pas du tout élevées pour la viande ou les œufs. Les premiers coqs domestiqués servaient au rituel et au combat de coqs. En tant que source de protéines, la poule n'a gagné sa réputation que bien plus tard, dans la région méditerranéenne, il y a environ 2800 ans. Fait numéro 3. Selon les données de biologie moléculaire, la divergence génétique entre la poule domestique et l'oiseau rouge de la jungle remonte à 58 000 ans, cela bien avant toute agriculture. Il s'avère que nos lignées se sont séparées à une époque où personne ne pensait encore aux fermes. Mais il a fallu des dizaines de milliers d'années avant que l'homme et l'oiseau ne se rencontrent réellement dans la même rizière. Fait numéro 4. La poule est devenue le premier animal d'élevage dont le génome a été entièrement décrypté. Cela s'est produit en 2004. Une équipe dirigée par Richard Wilson de l'Université de Washington à Saint-Louis a séquencé le génome de l'oiseau rouge de la jungle, soit environ 1 milliard de paires de bases d'ADN. Ce fut le premier génome d'oiseau jamais décodé, le premier génome d'un descendant de dinosaures. Fait numéro 5. La poule possède 39 paires de chromosomes, l'humain 23. Une partie des chromosomes de la poule est si petite qu'on les appelle des microchromosomes. Certains d'entre eux ne sont, à ce jour, toujours pas entièrement déchiffrés. Petits, mais incroyablement chargés de gènes, comme une valise dans laquelle on aurait réussi à caser toute une garde-robe. Soit, dit en passant, entre le génome de la poule et celui de l'humain, il y a environ 300 millions d'années de divergence évolutive. Mais malgré cela, environ 60% des gènes de la poule ont des équivalents dans le génome humain. 60%. Cela veut dire que nous sommes, avec le coq, des cousins éloignés, très éloignés, mais bel et bien des cousins. Et quand les scientifiques veulent comprendre comment fonctionne un gène chez l'humain, ils commencent souvent par la poule. Elle est pratique pour les expériences, se reproduit rapidement et est génétiquement assez proche pour que les résultats aient un sens. Fait numéro 6. Les coqs existent dans toutes sortes de tailles. La plus grande race est le Jersey Giant. Un coq de cette race pèse entre 6 et 7 kg. C'est comme 2 chats domestiques moyens. Une hauteur allant jusqu'à 66 cm. Un tel coq se dresse devant vous et on comprend tout de suite qu'il s'agit d'un oiseau sérieux. Fait numéro 7.
Mais le record de taille individuelle n'appartient pas au Jersey Giant, mais à un coq de race Brahma nommé Merakli, originaire du Kosovo. En 2017, sa photo a fait le tour d'Internet. Poids 7, 5 kg, hauteur environ 4,25 cm. Imaginez un oiseau de la taille d'un grand chien. Ce n'est pas une blague. La vidéo de Merakli a été vue des millions de fois. Les gens ne voulaient pas croire qu'il s'agissait d'un véritable oiseau et non d'un montage. Mais les Brahmas sont vraiment énormes. On les a même surnommés « rois parmi les poules », les King of Chickens. Et pourtant, le caractère des Brahmas est étonnamment doux. Ils sont calmes, amicaux et s'entendent très bien avec les enfants. Un paradoxe. Le plus grand coq du monde est l'un des plus doux. La race a été développée en Amérique au milieu du XIXe siècle, à partir d'oiseaux importés de Shanghai et d'Inde. Les Brahmas ont un plumage dense, y compris des plumes sur les pattes, ce qui leur donne l'allure d'oiseaux portant des bottes de fourrure. Fait numéro 8. La plus petite race de coqs est le Serama de Malaisie. Un coq adulte pèse environ 300 g. C'est plus léger qu'un verre d'eau. Mais le caractère du Serama est tout aussi combatif que celui de n'importe quel coq de grande race. La taille n'a aucune importance quand il s'agit de fierté de coq. Fait numéro 9. La température corporelle d'un coq varie entre 40 et 43 degrés Celsius. Chez l'humain, elle est de 36,6. Le coq est littéralement plus chaud que nous. Cela explique pourquoi les oiseaux ne transpirent pas. Ils n'ont pas de glandes sudoripares. Ils évacuent leur excès de chaleur par la crête et les barbillons. Fait numéro 10. La crête du coq n'est pas qu'un ornement, c'est un radiateur. À l'intérieur se trouve un dense réseau de vaisseaux sanguins. Par temps chaud, la circulation sanguine dans la crête s'intensifie et l'excès de chaleur se dissipe dans l'air. Par temps froid, la circulation sanguine diminue pour conserver la chaleur à l'intérieur du corps. En somme, la crête fonctionne comme un climatiseur et un radiateur réunis dans un seul boîtier. Fait numéro 11. Les barbillons. Ces pendentifs rouges et charnus de chaque côté de la tête remplissent la même fonction. Le sang de la crête s'écoule vers les barbillons où il se refroidit davantage. C'est un système de thermorégulation à 2 étages, sans un gramme de technologie. Fait numéro 12. La couleur et la taille de la crête sont un signal. Une crête grande et rouge vif indique un niveau élevé de testostérone, une bonne santé et un statut dominant. Une crête pâle et flétrie est signe de maladie, de stress ou d'un faible taux d'hormones. Les poules le voient et choisissent leur partenaire en fonction de la crête. Un Tinder de basse-cour, si l'on peut dire. Fait numéro 13. Le cœur du coq bat entre 250 et 350 fois par minute. Chez l'humain, au repos, entre 60 et 80, cela signifie que le cœur du coq travaille environ 4 fois plus vite que le vôtre, et chez le poussin, la fréquence cardiaque peut atteindre 500 battements par minute. Un minuscule moteur qui tourne à plein régime. Fait numéro 14. Les coqs ne peuvent pas transpirer, mais ils peuvent respirer rapidement. En cas de surchauffe, le coq ouvre le bec et commence une respiration rapide et superficielle, jusqu'à 37 respirations par minute. Cela s'appelle le halètement thermique. Le même principe que le chien qui tire la langue par forte chaleur. Fait numéro 15. Le squelette du coq est partiellement creux à l'intérieur. Les os des oiseaux sont pneumatisés. Ils contiennent des cavités d'air reliées au système respiratoire. Cela allège le corps. Un coq moyen pèse entre 2 et 5 kg, mais parvient malgré tout à s'envoler jusqu'à une clôture, une branche ou le toit d'un poulailler. Fait numéro 6. Un coq peut courir jusqu'à 15 km par heure. C'est à peu près le rythme d'une course rapide chez l'humain. Pour une créature aux pattes courtes et au corps massif, c'est un résultat impressionnant. Si un coq enragé vous poursuit, une simple marche rapide ne vous sauvera pas. Fait numéro 10 à 7. Et voici maintenant l'arme la plus redoutable du coq. Les ergots sont des excroissances osseuses situées à l'arrière des pattes, un peu au-dessus du pied, recouvertes d'une kératine dense, comme la corne d'un rhinocéros. Chez un coq adulte, les ergots atteignent plusieurs centimètres de long, pointus, recourbés, durs. Ce ne sont pas des griffes, c'est une arme blanche. Les ergots commencent à se former chez le coq vers le 3e mois de vie, d'abord sous forme de petites excroissances.
Vers 1 an, ils sont déjà bien visibles et vers 2 ou 3 ans, ils sont pleinement formés. Chez les vieux coqs, les ergots peuvent se recourber en spirale comme une corne de bélier et gêner la marche. Certains propriétaires taillent les ergots comme nous coupons nos ongles, mais à l'intérieur de l'ergot se trouve un os vivant, irrigué de sang. Le couper trop court provoque un saignement et de la douleur. Ce n'est pas un geste anodin. Les vétérinaires comparent cela au parage des griffes chez le chien en plus difficile et plus risqué. Fait numéro 10 à 8. Le coq attaque avec ses ergots en sautant. Il bondit, projette ses pattes en avant et déchire son adversaire. Le coup part du bas vers le haut. L'ergot est capable de percer la peau, de trancher un muscle, d'endommager un vaisseau sanguin. 2 coqs laissés sans surveillance dans un espace clos peuvent se tuer mutuellement précisément à cause des ergots. Fait numéro 10 à 9. En 2019, la revue scientifique Forensic Science, Medicine and Pathology a décrit un cas. Une femme de 70 ans, en Australie, est décédée à la suite de l'attaque de son propre coq domestique. L'oiseau l'a piqué à la jambe. Le coup a touché une varice. Une hémorragie massive s'est déclarée. La femme a perdu connaissance et est décédée. Le professeur Roger Biard, de l'Université d'Adélaïde, l'un des auteurs du rapport, l'a confirmé. Même un petit animal domestique est capable d'infliger une blessure mortelle si certaines conditions se réunissent. Ce cas a eu un large écho dans le milieu médical, non pas parce que les coqs tuent massivement des gens de tels cas sont extrêmement rares, mais parce qu'il a clairement montré que nous sous-estimons les risques liés aux animaux domestiques ordinaires. Cette femme ramassait des œufs. Le geste le plus banal qui soit dans une ferme. Aucune provocation, aucune situation inhabituelle. Simplement un matin, un poulailler et un coq qui a jugé que sa propriétaire représentait une menace. Un seul coup de bec, une veine percée et un résultat que personne n'aurait pu prévoir. Fait numéro 20. Ce n'est pas un cas isolé. Les coqs infligent régulièrement des blessures graves aux humains. Plaies déchirées aux mains et aux jambes, blessures au visage, profondes entailles causées par les ergots. Les enfants sont particulièrement exposés. Pour un enfant de 4 ou 5 ans, le coq se trouve exactement à hauteur des yeux. Et ce n'est pas une exagération. Et voici une question pour vous. Vous est-il déjà arrivé de rencontrer un coq agressif? Peut être dans votre enfance, chez votre grand-mère à la campagne? Écrivez-le dans les commentaires. Je vous promets que de telles histoires mériteraient une vidéo à part entière. Fait numéro 21. L'agressivité du coq n'est pas qu'une question de caractère, c'est aussi une question d'hormones. La testostérone pousse le coq à défendre son territoire, à rivaliser pour les poules et à attaquer tout ce qu'il perçoit comme une menace, y compris son propriétaire. Dans de nombreux pays, on pratique la castration chirurgicale des coqs. Le chaponnage réduit l'agressivité, mais ne l'élimine pas totalement, car sous la testostérone se cache l'instinct, et l'instinct est une chose tenace. Fait numéro 22. Le coq distingue 2 types de menaces, aériennes et terrestres. Et pour chaque type, il a son propre cri d'alarme. Un son signifie « un rapace au-dessus, on se cache ». L'autre, un renard au sol, on fuit. Les poules comprennent la différence et réagissent en conséquence. Ce n'est pas un réflexe, c'est un système de communication. Les scientifiques appellent ces signaux fonctionnellement référentiels, c'est à dire qu'ils désignent un objet ou un événement précis du monde extérieur. Une étude pionnière de Christopher Evans, Linda Evans et Peter Marler, publiée en 1993 dans la revue Animal Behavior, a démontré que lorsqu'on faisait entendre aux poules l'enregistrement d'un cri d'alarme aérien, elles s'accroupissaient au sol et regardaient vers le ciel. Lorsqu'on diffusait le cri d'alarme terrestre, elles adoptaient une posture verticale, attentive, et regardaient tout autour d'elles. Les poules réagissaient correctement à un danger qu'elles ne voyaient pas. Elles tiraient l'information uniquement du son. Ce niveau de communication était auparavant attribué exclusivement aux primates, notamment aux vervets. Fait ricanement numéro 23. Les scientifiques ont recensé chez les poules au moins 24 signaux sonores différents. 24. Chacun avec sa propre signification. C'est tout un langage, avec un lexique, un contexte et même de la tromperie.
Oui, la tromperie existe aussi chez les poules, mais on y reviendra dans un instant. Fait numéro 24. Le coq ne se contente pas de crier, il coordonne. Lorsqu'un coq détecte un prédateur, il émet un signal et les poules courent se mettre à l'abri. Le coq, lui, reste dehors. Il fait les 100 pas devant l'entrée de l'abri jusqu'à ce que le danger soit passé. Un véritable bouclier vivant, un garde du corps à plumes. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement ce qui se passe. Fait numéro 25. Les coqs se battent réellement contre les prédateurs. Rapaces, renards, chiens et chats errants. Des propriétaires de poules du monde entier racontent des cas où un coq seul a repoussé l'attaque d'un rapace ou a retenu un renard suffisamment longtemps pour que son propriétaire ait le temps d'accourir. Le coq ne gagne pas toujours, mais il monte toujours au combat. Un fermier de Caroline du Nord a raconté comment son coq s'était battu contre un rapace juste sous la véranda de sa maison. L'oiseau avait entendu le bruit et était accouru. Le rapace avait déjà attrapé une des poules. Le coq s'est jeté sur le prédateur. Il a frappé des ailes et des ergots jusqu'à ce que l'autre lâche sa proie et s'envole. Le coq était blessé, la peau du dos écorchée, une plume cassée. Mais la poule a survécu, et le coq, malgré ses blessures, est ressorti le lendemain assurer sa garde, comme si de rien n'était. Ce n'est pas de l'héroïsme au sens humain du terme. C'est un programme inscrit dans chacune de ses cellules. Défendre le groupe à tout prix. Fait numéro 26. En revanche, la nuit, le coq est pratiquement impuissant. Les poules ont une très mauvaise vision nocturne. Quand l'obscurité tombe, le coq s'endort sur son perchoir et n'est plus capable de réagir à une menace. Les prédateurs le savent. C'est précisément pour cela que la plupart des attaques de poulaillers ont lieu la nuit. Fait numéro 27. En revanche, de jour, la vue du coq est absolument incroyable. Il possède 4 types de récepteurs de couleur dans la rétine. Nous n'en avons que 3. Le 4e récepteur réagit au rayonnement ultraviolet. Le coq voit les ultraviolets. Il perçoit des couleurs qui, pour nous, n'existent tout simplement pas. Le monde du coq est littéralement plus lumineux que le nôtre. Fait numéro 28. Cette vision à 4 couleurs s'appelle le tétrachromatisme. On le trouve chez la plupart des oiseaux, des reptiles et de certains poissons. Mais les humains, eux, ne sont que trichromates. Quand vous regardez une pâquerette, vous voyez des pétales blancs et un cœur jaune. Le coq voit sur ces mêmes pétales des motifs en ultraviolet, invisibles à l'œil humain, comme des tatouages qui n'apparaissent que dans son propre monde. Fait numéro 29. Les yeux du coq sont situés sur les côtés de la tête. Cela lui offre un champ de vision de presque 360 degrés. Il voit pratiquement tout ce qui l'entoure simultanément. S'approcher d'un coq par derrière relève presque de l'exploit. Fait numéro 30. Et en plus de cela, chaque œil peut faire sa mise au point indépendamment de l'autre. D'un œil, le coq peut observer un grain sur le sol, tandis que de l'autre, il surveille un rapace dans le ciel. Simultanément. Imaginez que vous lisiez un livre d'un œil tout en regardant la télévision de l'autre, et que votre cerveau traite les 2 images en parallèle. Voilà ce dont le coq est capable chaque seconde de sa vie. Fait numéro 31. Et maintenant, la voix. Le chant du coq, le fameux cocorico, n'est pas qu'un simple rituel matinal. C'est une déclaration territoriale. Ceci est ma terre, ce sont mes poules. Je vous déconseille de vous approcher. Et dans un groupe, c'est toujours le coq le plus important, le dominant, qui chante en premier. Les autres ne chantent qu'après lui, strictement selon la hiérarchie. Fait numéro 32. C'est ce qu'a démontré une équipe de scientifiques de l'université de Nagoya, au Japon. En 2015, ils ont publié une étude dans la revue Scientific Reports. Lorsqu'on retirait le coq principal du groupe, c'est le coq numéro 2 qui commençait le chant matinal. La subordination chez les coqs est de fer. Raclement de gorge, fait numéro 33. Mais la découverte la plus étonnante de cette même équipe est survenue 2 ans plus tôt. En 2013, Takashi Yoshimura et Tsuyoshi Shimura ont démontré que le chant matinal n'est pas déclenché par la lumière, mais par une horloge biologique interne, un rythme circadien. Les coqs ont été placés dans une pièce à éclairage tamisé constant, sans aube, sans crépuscule. Et malgré tout, les coqs continuaient de chanter environ toutes les 24 heures. Ils savaient quand le matin arrivait
même sans soleil. L'étude a été publiée dans la revue Current Biology en 2013 et a immédiatement attiré l'attention de la presse du monde entier. Il s'est avéré que les gens se posaient depuis des millénaires la question de savoir pourquoi le coq chante à l'aube, mais que personne avant Yoshimura ne l'avait vérifié expérimentalement. Lui-même s'en est ensuite étonné. À notre grande surprise, personne n'avait auparavant démontré l'implication d'une horloge biologique dans ce phénomène pourtant si connu. Une expérience simple, élégante et une réponse à une question qui se posait depuis les premières fermes de l'humanité. Des années plus tard, la même équipe a mené une nouvelle étude et découvert que l'ordre du chant au sein d'un groupe est déterminé par la hiérarchie sociale. Le coq dominant chante en premier. Les autres attendent leur tour. Si le principal est retiré, le second en rang prend le rôle de héros matinal. Le système fonctionne comme une chaîne de commandement militaire. Fait numéro 34. C'est justement ce qui m'a personnellement le plus étonné. Le coq chante avant l'aube, non pas parce qu'il a vu la lumière, mais parce que son horloge interne lui dit « C'est bientôt l'aube, c'est l'heure ». C'est comme un réveil intégré dans le cerveau, et avec une précision qu'un humain sans montre au poignet serait bien incapable d'assurer. Fait numéro 35. Le volume du chant du coq varie entre 130 et 144 décibels. Cela a été mesuré directement près de la tête de l'oiseau. 130 décibels, c'est le niveau sonore d'un réacteur d'avion à 15 mètres de distance. Un concert de rock, c'est 110. Une tronçonneuse, 120. Le coq est plus bruyant qu'une tronçonneuse. Je répète, plus bruyant qu'une tronçonneuse. Fait numéro 36. Comment se fait-il que le coq ne devienne pas sourd à cause de son propre chant ? Des scientifiques des universités d'Anvers et de Gand, en Belgique, ont percé ce mystère. Lorsque le coq ouvre le bec pour chanter, son conduit auditif se referme complètement, physiquement. Un tissu mou bloque le passage du son vers l'oreille interne. Le coq, littéralement, ne s'entend pas lui-même quand il chante. Des bouchons d'oreille intégrés. L'étude a été publiée dans la revue Zoology en 2018. Les chercheurs ont utilisé la microtomographie par ordinateur sur des têtes de coqs et de poules et ont détecté une différence morphologique entre les sexes. Chez les coqs, le conduit auditif externe présente un pli spécial qui, lorsque le bec est ouvert au maximum, bloque totalement le conduit. Chez les poules, ce pli n'existe pas. La nature a créé un mécanisme de protection uniquement pour le sexe qui en a besoin. Une solution d'ingénierie délibérée. Soit dit en passant, à une distance d'1 demi-mètre du coq, le volume du chant tombe à 102 décibels. C'est encore aussi fort qu'un marteau-piqueur, mais ce n'est déjà plus dangereux pour l'ouïe d'une poule qui se tiendrait juste à côté. Les lois de la physique font le reste du travail. Fait numéro 37. Les poules, elles, n'ont pas ce mécanisme. Quand une poule ouvre le bec, son conduit auditif se rétrécit à peine, mais ne se ferme pas. Comment les poules supportent-elles ce vacarme chaque matin ? C'est une question à laquelle les scientifiques n'ont pas encore répondu. Il existe une hypothèse. Contrairement aux mammifères, les oiseaux sont capables de régénérer les cellules endommagées de l'oreille interne. Ce qui, pour nous, serait une perte auditive irréversible, n'est pour la poule qu'un désagrément passager. Fait numéro 38. Je l'avoue, celui-ci a été une vraie découverte pour moi. Le coq ne chante pas seulement le matin, il chante toute la journée. C'est simplement que le chant matinal est le plus intense et le plus long. Dans la journée, le coq réagit par un chant à la lumière d'un projecteur, au son d'un autre coq, à un bruit fort, mais le matin, c'est un rituel, alors que le jour, c'est une réaction. Fait numéro 39. Le coq n'est pas seulement le gardien du groupe, c'est aussi son pourvoyeur. Quand le coq trouve de la nourriture, il ne la mange pas lui-même. Il appelle les poules. Ce comportement s'appelle le titbeating. Le coq ramasse la nourriture, la laisse retomber et met un son particulier et rapide. Touk, touk. Les poules l'entendent et accourent. Et ce n'est que lorsqu'elles se sont rassasiées que le coq prend sa part, s'il en prend une. Fait numéro 40. Le titbeating n'est pas qu'un pur altruisme, c'est aussi une stratégie de séduction. Plus un coq partage souvent sa nourriture, plus les poules souhaitent s'accoupler avec lui.
En somme, le coq achète l'attention des dames avec de la nourriture. Un dîner aux chandelles, version langage des poules. Fait numéro 41. Mais voici ce qui est génial. Certains coqs raclement de gorge trichent. Ils exécutent le tit-beating sans qu'il y ait de nourriture. Ils émettent les bons sons. Ils laissent tomber un caillou ou un éclat de bois non comestible et attendent qu'une poule s'approche. Une fausse invitation à dîner. Les chercheurs ont décrit cela dans des travaux scientifiques consacrés à l'éthologie cognitive des poules. Ce n'est pas un réflexe, c'est une tromperie consciente. Les chercheurs Giget et Marley l'ont décrit dès 1988. Le coq exécute un faux tit-beating, une imitation parfaite de l'appel à la nourriture pour attirer une poule plus près de lui. Quand elle s'approche, le coq tente de s'accoupler avec elle. En somme, c'est une ruse tactique au service de la reproduction. Les chercheurs en éthologie cognitive classent ce type de comportement parmi les manifestations de l'intelligence machiavélique, la capacité à manipuler autrui pour son propre bénéfice. Ce terme s'applique généralement aux primates, mais chez les poules, on retrouve exactement le même jeu de ruse à une échelle simplement plus modeste. Fait numéro 42. Et voici le plus brillant. Les poules démasquent les tricheurs. Si un coq ment trop souvent, les poules cessent de réagir à son tit-beating. Il perd sa réputation. Il est littéralement ignoré. Cela signifie que les poules se souviennent de quel coq a triché et en tirent des conclusions. Une mémoire à long terme, plus une évaluation sociale, chez une poule. C'est ce qui, à chaque fois, me laisse sans voix. On a l'habitude de considérer la poule comme stupide, une cervelle de moineau. C'est une insulte, et en réalité, la poule tient une comptabilité sociale complexe. Qui a triché? Qui a partagé honnêtement? À qui on peut faire confiance? Et elle prend ses décisions sur la base de ces informations. Ce n'est pas le niveau d'un automate, c'est le niveau d'un être qui évalue une réputation. Par ailleurs, les données concernant l'effet de l'auditoire, c'est ainsi qu'on appelle l'influence de la présence d'observateurs sur le comportement, montre une chose tout aussi étonnante. Le coq crie l'alarme plus souvent lorsqu'une poule familière se trouve à proximité, et plus rarement lorsqu'il est seul ou qu'un mâle rival est dans les parages. Cela signifie que le coq prend en compte qui l'entend. Il ne se contente pas de réagir, il choisit à qui il donne l'alerte. Une étude de Karakashian, Giger et Marler, publiée en 1988 dans le Journal of Comparative Psychology, l'a démontré expérimentalement. Fait numéro 43. Les poules sont capables de reconnaître et de mémoriser jusqu'à 100 visages individuels, non seulement de poules, mais aussi d'humains. Elles distinguent leurs propriétaires des étrangers. Elles se souviennent de ceux qui apportent la nourriture et de ceux qui, un jour, leur ont fait peur. Ce ne sont pas des suppositions, ce sont les résultats d'expériences de conditionnement et de reconnaissance visuelle. Raclement de gorge. Fait numéro 44. Les poussins font preuve d'une compréhension de la permanence de l'objet. C'est une capacité cognitive qui apparaît chez l'enfant humain vers environ 6 mois. Si l'on cache un objet derrière un écran, le poussin comprend que l'objet n'a pas disparu. Il est toujours là. Ce niveau de raisonnement a longtemps été considéré comme un privilège exclusif des primates. Fait numéro 45. Les poussins sont capables des rudiments de l'arithmétique. Dans une expérience, on leur a montré des groupes d'objets qu'on a ensuite cachés derrière 2 écrans. Les poussins choisissaient systématiquement l'écran derrière lequel se trouvait le plus grand nombre d'objets. Ils savaient compter à quelques jours seulement après leur naissance. Fait numéro 46. Honnêtement, quand j'ai appris cela, j'ai dû vérifier à 2 reprises. Les poules font preuve de rudiments d'autocontrôle. Dans des expériences, des poules à qui l'on proposait soit une petite portion de nourriture immédiatement, soit une portion plus grande plus tard, ont appris à attendre. Elles préféraient une récompense différée, mais plus importante. Cette capacité ne se développe durablement chez l'enfant humain que vers l'âge de plusieurs années. Fait numéro 47. Les poules sont des animaux sociaux à la hiérarchie très rigide. Le pecking order, l'ordre de picorage, est un terme issu directement de la science des poules, devenu depuis une métaphore pour désigner toute structure sociale. Chaque oiseau du groupe connaît sa place. Qui est en tête? Qui est le second? Qui est dernier?
Et toute atteinte à cette hiérarchie entraîne une sanction immédiate. Un coup de bec, un coup d'aile, une poursuite. Fait numéro 48. Dans ce système, le coq est à la fois le sommet de la hiérarchie et son stabilisateur. Un bon coq ne fait pas que dominer, il répartit aussi les conflits entre les poules. Il intervient quand deux poules se disputent et rétablit l'ordre. Sans lui, le groupe devient nerveux. Les poules se battent plus souvent, la ponte diminue. Le coq est à la fois manager, garde du corps et psychothérapeute en une seule personne. Fait numéro 49. Les coqs manifestent des préférences claires. Chaque coq a ses poules favorites. Il passe plus de temps avec elles. Il leur propose plus souvent de la nourriture, les défend plus activement. Ce n'est pas seulement l'instinct de reproduction, c'est un choix individuel, cohérent, durable. Fait numéro 50. Les poules et les coqs rêvent, eux aussi. Des études électroencéphalographiques ont montré que les poules traversent une phase de sommeil paradoxal, REM, mouvement oculaire rapide, la même phase durant laquelle nous, humains, faisons nos rêves. Chez les oiseaux, cette phase ne dure que quelques secondes, contrairement à l'humain, où un seul épisode de sommeil paradoxal peut durer bien plus longtemps. Mais les rêves sont bien là, un film de 15 secondes dans la tête du coq. De quoi rêve-t-il? On ne le sait pas, mais le chercheur Niels Rattenborg de l'Institut Max Planck d'ornithologie en Allemagne, l'un des plus grands spécialistes mondiaux du sommeil chez les oiseaux, affirme que les oiseaux constituent l'un des meilleurs modèles pour étudier le sommeil, car leur phase de sommeil ressemble étonnamment à celle des mammifères. Et pourtant, sur le plan évolutif, ces deux lignées se sont séparées il y a plus de 300 millions d'années. Cela signifie que le sommeil à mouvement oculaire rapide est apparu chez les oiseaux et chez les mammifères de manière indépendante, une évolution convergente. La nature a inventé le mécanisme du rêve deux fois, indépendamment, chacune de son côté. C'est dire à quel point cette chose s'est révélée utile. Et maintenant, la partie la plus intéressante. Intelligence, émotion, culture et une capacité du cerveau qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur les poules. Fait numéro 51. Et la voici. La capacité que je vous avais promise en début de vidéo. Les poules sont capables de dormir avec un œil ouvert, littéralement. Cela s'appelle le sommeil à ondes lentes unihémisphérique. Un hémisphère du cerveau dort, l'autre reste éveillé. L'œil relié à l'hémisphère endormi est fermé. L'œil relié à l'hémisphère éveillé reste ouvert. La poule dort tout en surveillant un éventuel prédateur. Chez le canard colvert, qui dort en rangée avec d'autres canards, les oiseaux situés aux extrémités de la rangée gardent plus souvent leur œil externe ouvert, tourné vers un danger potentiel. Le même mécanisme fonctionne chez les poules sur leur perchoir. Les oiseaux situés aux extrémités de la rangée sont les plus exposés. Ce sont justement eux qui gardent le plus souvent un œil ouvert, tourné vers la menace potentielle, tandis que les oiseaux au centre de la rangée peuvent se permettre de fermer les deux yeux. C'est un système de sécurité collectif. Des sentinelles aux extrémités, un sommeil au centre, sans ordre ni planning de garde. Chaque oiseau situé en bordure assume instinctivement la fonction de guetteur. Et voici ce qui est encore plus étonnant. Si un danger approche d'un côté, l'oiseau en bordure peut faire basculer son œil ouvert du côté de la menace, et donc également faire basculer l'hémisphère cérébral en veille. Les deux moitiés du cerveau travaillent en alternance, comme des pilotes dans le cockpit d'un vol long courrier. Fait numéro 52. Je me souviens, la première fois que j'ai lu cela, je me suis dit, l'évolution, parfois, agit comme un ingénieur de génie à qui l'on aurait confié une tâche technique complètement folle et un budget limité. Dormir et ne pas dormir en même temps. Problème résolu et mise en production en série chez des milliards d'oiseaux. Fait numéro 53. Les poules couveuses font preuve d'empathie. Dans une expérience, lorsque des poussins étaient soumis à un léger stress, un jet d'air, les poules couveuses commençaient elles-mêmes à s'agiter. Leur pouls s'accélérait, la température autour de leurs yeux baissait, elles cessaient de lisser leurs plumes. Tous les signes de l'inquiétude, alors même que les couveuses elles-mêmes ne subissaient aucune action directe. Elles réagissaient au stress de leurs poussins. Fait numéro 54.
Un coq qui a trouvé un endroit potentiel pour un nid appelle la poule avec un son particulier, grave. Couc, couc, couc. Il entre dans le nid, s'assoit, émet ses sons, et la poule vient évaluer l'endroit. Si elle l'apprécie, elle y pond ses œufs. Le coq n'est pas seulement un protecteur et un pourvoyeur, c'est aussi un agent immobilier. Fait numéro 55. Dites-moi franchement, saviez-vous que le coq était une créature aussi complexe ? Cela vous a-t-il surpris ? Écrivez dans les commentaires quel fait de la première moitié de la vidéo vous a le plus étonné. Cela m'intéresse vraiment de le savoir. Fait numéro 56. Le coq exécute pour la poule une véritable danse de séduction. Il abaisse une aile, déploie sa queue et commence à tourner autour de la poule à petits pas. Cela s'appelle la danse de l'aile. Un coq bien élevé danse toujours avant l'accouplement. Un coq mal élevé saute cette étape et les poules s'en souviennent. Elles ignorent les malotrus, elles préfèrent les gentlemen. Fait numéro 57. Après avoir pondu un œuf, la poule émet un son fort caractéristique, le chant de l'œuf, et certains coqs y répondent en écho, pas en l'imitant, mais littéralement en chantant en duo. Ils émettent un son similaire en même temps. Les chercheurs interprètent cela comme un comportement d'attachement. Un duo entre le coq et la poule. Fait numéro 58. Le rapport entre le nombre de poules et de coqs dans un groupe est crucial. Le nombre optimal est de 10 à 12 poules pour un coq. S'il n'y a pas assez de poules, le coq les épuisera par son attention constante. Les poules commencent à perdre des plumes sur le dos. Des blessures apparaissent. S'il y a trop de coqs, ils se battront entre eux, se blesseront et pourront même s'entretuer. Fait numéro 59. Les coqs ne se contentent pas de se battre, ils font véritablement la guerre. Dans la nature sauvage, le coq perdant s'enfuit et trouve un autre territoire. Dans un poulailler, il n'y a nulle part où fuir. C'est pourquoi les combats en captivité sont bien plus brutaux et se terminent bien plus souvent par la mort de l'un des participants. Fait numéro 60. Les combats de coqs sont l'un des spectacles les plus anciens de l'histoire de l'humanité. Des découvertes archéologiques présentant des traces de coqs de combat datent du milieu du premier millénaire avant notre ère. Sur le territoire de l'ancien Israël, on a retrouvé des sceaux représentant un coq de combat, symbole de férocité. L'anthropologue Clifford Geertz a écrit un essai célèbre sur les combats de coqs à Bali, dans lequel il montrait que, pour les Balinais, le combat de coqs n'est pas un divertissement, mais un rituel social. Geertz a intitulé son essai « Jeu profond » et il y démontrait que le combat de coqs à Bali est un miroir des relations sociales. Les enjeux du combat sont des enjeux de statut, d'honneur, d'appartenance à un groupe. Les hommes projetaient sur leurs coqs leurs ambitions, leurs peurs, leurs rivalités. Le coq dans le combat n'est pas seulement un oiseau, c'est l'avatar de son propriétaire, sa dignité, son courage, sa chance. La défaite du coq est, symboliquement, la défaite de l'homme lui-même dans un sens culturel, bien sûr. Mais pour les Balinais, ce sens culturel était parfaitement réel. L'essai de Geertz, publié en 1972, est devenu l'un des textes les plus cités de l'histoire de l'anthropologie. Fait numéro 61. Aux États-Unis, les combats de coqs sont interdits dans les 50 États. Le dernier à s'y résoudre a été la Louisiane, en 2007. Mais dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine, ils restent légaux ou semi-légaux. C'est une industrie dont le chiffre d'affaires se compte en milliards et, il faut le reconnaître, l'une des formes les plus cruelles d'exploitation animale. Fait numéro 62. Revenons à des choses plus paisibles. Un coq vivant dans un groupe harmonieux a une allure très différente d'un coq stressé. Un coq calme a un plumage lisse, une crête vive, une posture droite. Un coq stressé a des plumes ébouriffées, une crête terne, une perte de poids. Les coqs sont de véritables indicateurs du climat émotionnel de tout le groupe. Fait numéro 63. Le plumage du coq est une véritable œuvre d'ingénierie de la nature. Chaque plume est constituée d'un rachis et de barbes reliées par de minuscules crochets. Cette construction est comparée par les ingénieurs à une fermeture à glissière. Les plumes sont imperméables, isolantes, légères et pourtant résistantes. Fait numéro 64.
Les plumes de la queue du coq, en forme de faucille, longues et recourbées, n'ont aucune fonction pratique pour le vol. C'est purement ornemental. De la sélection sexuelle, exactement comme la queue du paon, en plus modeste. Les poules préfèrent les coqs aux plumes de queue longues et symétriques. La beauté est un avantage évolutif. Fait numéro 65. Les coqs muent complètement, changeant tout leur plumage une fois par an, généralement à l'automne. Pendant la mue, le coq a une allure pitoyable, plumé, effiloché, avec des plaques de peau nues. Mais quelques semaines plus tard, un plumage neuf, vif et dense repousse. Une véritable remise à zéro de sa garde-robe. Fait numéro 66. La couleur du plumage du coq est déterminée génétiquement. Il existe plus de 500 races de poules et les variantes de coloration vont du noir à reflet vert au blanc immaculé, du roux doré à l'argenté rayé. La race Ayam Semani, originaire d'Indonésie, est entièrement noire. Plumes, peau, chair, os, organes internes, tout est noir. Même le sang est plus foncé que la normale. Ce phénomène s'appelle la fibromélanose, une mutation génétique où le pigment mélanine se répand dans tous les tissus de l'organisme. L'Ayam semani est l'une des races de poules les plus chères au monde. Lors de ventes aux enchères internationales, le prix d'un seul oiseau peut atteindre 2 500 $. En Indonésie, sur l'île de Java, d'où provient cette race, ces poules sont considérées comme mystiques. On les utilise lors de cérémonies rituelles. La poule noire est un symbole de chance, de force et de lien avec le monde de l'au-delà. Malgré tout, les œufs de l'Ayam semani sont d'une couleur crème tout à fait ordinaire. C'est la seule chose que la mutation n'a pas touchée, comme si la nature avait laissé une petite porte ouverte vers la normalité. Fait numéro 67. Chaque poule et chaque coq est un individu à part entière. Des études montrent que les poules ont des traits de caractère stables. Certaines sont courageuses, d'autres prudentes. Certaines curieuses, d'autres renfermées. Ce n'est pas de l'anthropomorphisme, ce sont des caractéristiques comportementales, mesurables, reproductibles dans des tests répétés. Fait numéro 68. Les poules vivent du stress, de l'anxiété, de la frustration et selon certaines données, même de l'ennui. Les poules gardées en cage sans stimulation présentent des comportements stéréotypés, des mouvements répétitifs et dénués de sens, considérés chez les mammifères comme un signe de stress chronique. Un coq dans un espace exigu, sans poules et sans possibilité d'explorer un territoire, est une créature malheureuse. Fait numéro 69. Cette hypothèse est débattue, mais certains chercheurs estiment que les poules possèdent des rudiments de théorie de l'esprit, c'est à dire la capacité de comprendre que d'autres êtres ont leurs propres intentions, connaissances et points de vue. C'est une caractéristique psychique longtemps attribuée exclusivement à l'humain et aux grands primates. Il n'y a pas de réponse tranchée. Plusieurs hypothèses existent, mais le simple fait que cette question soit posée à propos d'une poule en dit long. Fait numéro 70. Le coq est l'un des animaux les plus reconnaissables de la culture mondiale. En France, le coq gaulois est un symbole national. En latin, Gallus signifie à la fois coq et gaulois. Ce double jeu de mots a traversé les siècles pour devenir un emblème. Fait numéro 71. Au Portugal, le coq de Barcelos est l'un des principaux souvenirs du pays. La légende raconte qu'un pèlerin accusé à tort a déclaré au juge que, pour prouver son innocence, le coq rôti posé sur la table se lèverait et chanterait. Et le coq s'est levé et il a chanté. Une belle histoire, même si elle n'est pas tout à fait véridique. Fait numéro 72. Dans la Rome antique, les coqs étaient utilisés pour la divination. Les prêtres appelés pularii nourrissaient des coqs sacrés avant toute décision importante. Si les coqs mangeaient avec appétit, c'était un présage favorable. S'ils refusaient de manger, c'était un mauvais présage. Des campagnes militaires entières dépendaient de l'appétit d'un coq un matin donné. Fait numéro 73. Dans la tradition chrétienne, le coq est un symbole de vigilance et de repentir. Selon l'Évangile, Pierre a renié Jésus 3 fois avant que le coq ne chante. Depuis, le coq au sommet des clochers rappelle la trahison et le pardon. Dans certains pays, des girouettes en forme de coq
ornent les toits d'église depuis plus de 1000 ans. Fait numéro 74. Le coq est l'un des 12 signes du zodiaque chinois. L'année du coq revient tous les 12 ans. Aux personnes nées cette année-là, on attribue confiance en soi, honnêteté et une franchise un peu excessive. En somme, tout comme un vrai coq. Fait numéro 75. Aujourd'hui, environ 26 milliards de poules vivent sur notre planète. C'est l'oiseau le plus nombreux sur Terre. Pour chaque être humain, on compte plus de 3 poules. La plupart sont des pondeuses ou des poulets de chair issus de la production industrielle, et leur existence, pour le dire poliment, est loin d'être idyllique. Mais ce chiffre est vertigineux. Si toutes les poules du monde s'alignaient en file, la ligne s'étendrait de la Terre à la Lune, aller-retour, plusieurs fois. C'est l'espèce d'oiseau la plus prospère de l'histoire de la planète selon tous les critères mesurables. Pas de son propre choix, évidemment. La poule n'a jamais aspiré à dominer le monde. C'est l'homme qui l'y a mené, pour ses œufs, sa viande et ses plumes. Mais le résultat est l'un de ces cas où la symbiose avec l'humain a conduit une espèce biologique à un triomphe démographique absolu. À quel prix? Cela mérite une discussion à part. Fait numéro 76. La consommation mondiale de viande de poulet dépasse 130 millions de tonnes par an. C'est plus que le porc et le bœuf réunis. La poule est la source de protéines animales la plus populaire sur la planète et dans la production industrielle, les coqs sont le plus souvent indésirables puisque ce n'est pas le coq qui pond les œufs. Fait numéro 77. Dans l'élevage industriel de volailles, les coqs en tant que tels ne sont pas nécessaires. Les poules pondent des œufs de consommation sans avoir besoin d'être fécondées. C'est pourquoi, dans les élevages, les poussins mâles sont identifiés dès le premier jour de leur vie et, selon les protocoles standards, éliminés. Chaque année, environ 7 milliards de poussins mâles d'un jour sont ainsi détruits. Ce chiffre est difficile à concevoir. 7 milliards, c'est plus que la population entière de la Terre, chaque année. Les poussins mâles d'un jour ne sont utiles ni comme pondeuses, puisqu'ils sont mâles, ni comme poulets de chair, car les races pondeuses grandissent lentement et n'atteignent pas la masse requise. Ils deviennent économiquement inutiles dès leur premier jour de vie. Le sexe du poussin est déterminé par des trieurs spécialement formés, généralement en observant la forme du cloaque ou le plumage, si la race le permet. La vitesse de travail d'un trieur expérimenté peut atteindre plusieurs poussins par minute. C'est une chaîne de production qui fonctionne à une vitesse où chaque vie ne dure que quelques secondes. Fait numéro 78. Honnêtement, cela semble presque incroyable. J'ai dû vérifier 2 fois, mais plusieurs pays commencent à changer cette pratique. En Allemagne et en France, depuis 2022, la destruction massive de poussins mâles d'un jour est interdite. À la place, le sexe est désormais déterminé à l'intérieur même de l'œuf avant l'éclosion grâce à la spectroscopie. Cette technologie s'appelle le sexage in novo. Elle n'est pas parfaite, mais c'est un premier pas. Fait numéro 79. Revenons à la biologie. L'espérance de vie moyenne d'un coq est de 5 à 8 ans, mais on a recensé des cas où des coqs ont vécu jusqu'à 15, voire 20 ans. À l'état sauvage, le coq banquiva vit entre 10 et 30 ans selon les conditions. Fait numéro 80. Les coqs atteignent leur maturité sexuelle vers l'âge de 4 à 5 mois. À partir de ce moment, le jeune coq commence à adopter un comportement typique. Il chante, courtise les poules, entre en conflit avec les autres mâles. Sa crête rougit et grossit. Ses ergots commencent à pousser. D'un poussin espiègle, il se transforme en quelques semaines en un véritable guerrier accompli. Et maintenant, arrêtez-vous une seconde. Si vous avez, ou avez eu, des poules chez vous, racontez-le dans les commentaires. Votre coq était-il un vrai gentleman ou un véritable tyran? Quel caractère avait-il? Fait numéro 81. Un coq est capable de s'accoupler jusqu'à 30 fois par jour. C'est l'un des taux les plus élevés parmi les oiseaux. Mais avec une telle activité, la qualité du sperme diminue. La nature, comme toujours, impose des limites à un enthousiasme excessif. Fait numéro 82. Les poules ne sont pas des participantes passives à la reproduction. Elles sont capables de choisir le père de leur poussin, même après l'accouplement. Si une poule s'est accouplée avec un coq indésirable, par exemple subordonné ou agressif,
Elle peut expulser son sperme de son appareil reproducteur. Cela s'appelle le choix cryptique de la femelle. Le dernier mot appartient à la poule. Cette découverte a été faite en Suède et au Royaume-Uni à travers une série d'études commencées dans les années 1990. Les chercheurs ont découvert qu'une poule, après s'être accouplée avec un mâle subordonné, exécute un mouvement caractéristique. Elle expulse le sperme de son appareil reproducteur. En revanche, après un accouplement avec un mâle dominant et préféré, ce mouvement n'apparaît pas. Les statistiques ont montré que la poule expulse le sperme d'un partenaire indésirable dans 80% des cas. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix post-copulatoire. La poule contrôle la paternité même après que l'accouplement a eu lieu. Voilà pour la poule, sans cervelle. Fait numéro 83. À partir du moment de la fécondation jusqu'à l'éclosion, l'œuf est incubé pendant exactement 20 et un jour raclement de gorge. En l'espace de ces 3 semaines, une seule cellule fécondée se transforme en un être vivant complet, doté d'os, de plumes, d'yeux et d'un cerveau. Ces 21 jours constituent l'une des transformations les plus rapides et les plus spectaculaires de la nature. Fait numéro 84. Le poussin commence à piailler à l'intérieur de l'œuf 1 ou 2 jours avant l'éclosion. La poule couveuse lui répond. Il communique à travers la coquille. La mère reconnaît la voix de son poussin avant même de le voir, et le poussin s'imprègne de la voix de sa mère, il la mémorise. Le premier lien commence avant même la naissance. Ricanement, fait numéro 425. Le poussin, une fois éclos, mémorise l'image de sa mère dans les 48 à 72 premières heures. C'est l'empreinte classique décrite par Konrad Lorenz dans les années 1930. Si, durant cette période critique, aucune poule ne se trouve à proximité, mais qu'il y a, disons, un être humain, le poussin considérera cet humain comme sa mère. C'est exactement ainsi que naissent ces vidéos où l'on voit un poussin suivre un humain pas à pas. Ce n'est pas du dressage, c'est de la biologie. Fait numéro 426. La poule est le seul animal devenu si universellement présent dans la vie humaine qu'on le retrouve en cuisine, en religion, dans le sport, en médecine, en sciences et même dans l'espace. Des embryons de poules sont utilisés pour la culture de vaccins depuis les années 1930. Le vaccin contre la grippe est encore aujourd'hui produit dans de nombreux pays sur des œufs de poule. Fait numéro 87. La poule est le plus proche parent vivant du tyrannosaure. Cela ressemble à une blague, mais les données paléontologiques et génétiques le confirment. Les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures théropodes et la poule est l'un des oiseaux les mieux étudiés au monde. Alors oui, quand vous regardez un coq, vous regardez un descendant de dinosaures, fortement rétréci, mais pas moins impertinent pour autant. En 2003, la paléontologue Mary Schweitzer, de l'Université de Caroline du Nord, a découvert dans un fémur de tyrannosaure des tissus mous étonnamment semblables à ceux des poules actuelles. L'analyse protéique a confirmé que le plus proche parrain vivant du tyrannosaure est la poule. Pas le crocodile, pas le lézard, la poule. Cela a contraint les paléontologues à revoir de nombreuses représentations qu'ils se faisaient des dinosaures. Le tyrannosaure était probablement couvert de plumes, du moins à un jeune âge. Il couvait peu, être ses œufs. Et ses descendants continuent aujourd'hui de marcher dans nos cours, de picorer des grains et de chanter à l'aube. 66 millions d'années d'évolution séparent le maître du Crétacé de l'habitant du poulailler, mais les ergots sont restés, et le caractère aussi. Fait numéro 428. Les poules possèdent une magnétoréception, la capacité de percevoir le champ magnétique terrestre. Cela les aide à s'orienter dans l'espace. Les pigeons utilisent cette capacité pour naviguer sur des milliers de kilomètres. Les poules, elles, l'utilisent à des fins plus modestes, mais le mécanisme est le même. Fait numéro 429. Les poules n'ont pas d'oreille externe, mais leur ouïe est excellente. L'ouverture auditive est cachée sous les plumes, sur les côtés de la tête, et sous cette ouverture pend un repli de peau, le lobe. Sa couleur, chose curieuse, est corrélée à la couleur des œufs. Les poules au lobe rouge pondent plus souvent des œufs bruns, celles au lobe blanc des œufs blancs. Fait numéro 90. Le coq ne transpire pas, ne pleure pas, ne rougit pas de honte, mais sa crête peut changer de couleur selon son état émotionnel.
Excitation, elle s'éclaircit. Peur, elle pâlit. Maladie, elle prend une teinte bleuâtre ou noirâtre. La crête est un véritable écran émotionnel qui ne ment jamais. Fait numéro 91. Les poules font partie des rares animaux domestiques à prendre des bains de poussière. Elles s'allongent dans la terre sèche ou le sable et travaillent frénétiquement des ailes, faisant pénétrer la poussière dans leur plumage. Ce n'est pas de la saleté, c'est de l'hygiène. La poussière bouche les voies respiratoires des parasites, des tiques et des poux, et les tue. Un bain qui nettoie sans mouiller la moindre plume. Fait numéro 92. Un coq mémorise l'emplacement de plusieurs sources de nourriture et se souvient de quel aliment se trouve où. Des expériences ont montré que les poules sont capables de conserver en mémoire l'emplacement de nourriture cachée en différents endroits et d'y retourner après un certain temps. C'est une mémoire spatiale qui fait travailler l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la navigation. Fait numéro 93. Le cerveau d'une poule pèse environ 4 grammes. À titre de comparaison, le cerveau humain pèse en moyenne 1400 grammes. La différence est d'un facteur 350, mais la taille est un paramètre trompeur. La densité de neurones dans le cerveau des oiseaux est bien plus élevée que dans un cerveau de mammifère de taille comparable. Un petit cerveau ne signifie pas un cerveau stupide. Fait numéro 94. Des données précises sont difficiles à obtenir, mais selon de nombreuses estimations, les poules comptent parmi les oiseaux domestiques les plus intelligents. La professeure Laurie Marino de l'université Emory a réalisé une vaste synthèse des données scientifiques et a conclu que les poules, sur le plan cognitif, émotionnel et social, sont aussi complexes que la plupart des autres oiseaux et mammifères. Fait numéro 95. Un détail curieux. Historiquement, les combats de coqs n'étaient pas un divertissement de pauvres, mais une pratique d'élite. Dans la Grèce antique, à Rome, en Perse, les combats de coqs étaient un rituel lié au culte de la vaillance et de la guerre. Selon la légende, avant la bataille de Salamine, Thémistocle aurait montré à ses soldats des coqs en train de se battre et leur aurait dit « Regardez, eux, ils ne se battent ni pour leur patrie, ni pour leur Dieu, simplement parce qu'ils ne peuvent pas céder. » Les soldats, inspirés, remportèrent la victoire. Après cette victoire, Athènes institua des combats de coqs annuels en souvenir de cette vaillance. C'était une fête d'État. Dans la Rome antique, les combats de coqs étaient également populaires, mais avaient un caractère quelque peu différent. Ils étaient liés au culte du dieu Mars. Le coq belliqueux devint un symbole de courage militaire. Les légions romaines portaient l'image du coq sur leurs étendards. Même le mot « gaulois », désignant le peuple qui habitait les territoires de la France actuelle, sonnait de façon proche du latin « gallus », coq, et ce jeu de mots a traversé l'Empire. Des siècles plus tard, le coq figure sur le logo de l'équipe de France de football, un symbole né avec la bataille de Salamine, passé par Rome et parvenu jusqu'à la Coupe du Monde. Fait numéro 86. Le coq fut l'un des premiers animaux symboles utilisés en héraldique. On le retrouve sur les blasons de villes et de familles, de l'Europe jusqu'à l'Asie. Le coq, au sommet d'un clocher, en girouette, est l'une des plus anciennes traditions architecturales. Et à chaque fois, il signifie la même chose, la vigilance. Il ne dort pas, il observe, il est prêt. Fait numéro 97. En anglais, raclement de gorge, le mot coq a donné naissance à des dizaines d'expressions. Coquille, arrogant, sûr de soi. Coqsure, d'une assurance insolente. Cockfight, combat de coqs. Même cocktail viendrait, selon une des hypothèses, de la queue du coq. La langue a absorbé le caractère de cet oiseau et l'a répandu partout. Fait numéro 98. Dans la culture japonaise, le coq est un symbole associé à la déesse du soleil Amaterasu. Selon le mythe, lorsque Amaterasu se cacha dans une grotte et que le monde sombra dans l'obscurité, c'est précisément le chant du coq qui aida à l'en faire sortir. Le coq, celui qui ramène la lumière. Fait numéro 99. Aujourd'hui, il existe dans le monde plus de 500 races de poules reconnues, du minuscule Serama à l'immense Jersey Giant, de la Yam Semani, noire de jet, à la poule soie duvetteuse qui ressemble à une peluche. 500 races,
Ce sont 500 variations d'une seule et même idée, et toutes descendent de ce même coq banquiva rouge qui, un jour, est sorti de la forêt pour entrer dans une rizière. Fait numéro 100. Le voici, le dernier. Le coq est cette créature qui, chaque matin, se lève avant tout le monde. Il crie dans l'obscurité, quand tous les autres dorment encore. Il trouve de la nourriture et la partage avec les autres. Il se place entre sa famille et le prédateur, même quand ce prédateur est 10 fois plus grand que lui. Il ne recule pas, il ne se tait pas, il ne se cache pas. On peut se moquer de lui autant qu'on veut, de sa démarche, de son cri, de sa crête ridicule, mais le coq fait ce que beaucoup d'entre nous ne font que déclarer avoir l'intention de faire. Il défend, il nourrit, il alerte du danger, et il ne demande rien en retour. C'est peu être là, justement, la leçon. Pas dans les plumes, pas dans les ergots, pas dans les 130 décibels, mais dans le fait que la véritable force n'est pas une question de taille. C'est une question de savoir pour qui vous êtes prêt à vous tenir debout quand les choses tournent mal. Nous avons commencé cette vidéo par un matin brumeux et un oiseau posé sur une clôture. Maintenant, vous savez qui se tient vraiment sur cette clôture. Ni un réveil matin, ni un ensemble de plumes, mais un descendant de dinosaures, doté d'une horloge biologique dans le cerveau, de bouchons d'oreilles intégrés, d'une vue ultraviolette, de 24 mots dans son vocabulaire, et d'ergots dont les guerriers de la Grèce antique connaissaient déjà l'existence. Une créature qui partage sa nourriture, qui danse devant celle qu'il courtise, qui crie dans l'obscurité 2 heures avant l'aube et qui se jette sur un rapace sans une seconde d'hésitation. Peu, être vaut-il la peine de le regarder d'un peu plus près? Peu, être vaut-il la peine d'y voir non pas une poule, mais un miroir? Si cette information vous a été utile, je vous serai reconnaissant de votre soutien. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne Planète Sauvage. La prochaine vidéo va sûrement vous surprendre. À bientôt.